Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un empire de l'Afrique de l'Ouest. L'empire du Ghana a connu une expansion du 6e au 13e siècle. Situé dans la savane occidentale du Soudan, entre le désert du Sahara au nord et les forêts tropicales au sud, l'empire du Ghana n'avait aucun lien géographique avec l'état moderne du Ghana. L'abondance du fer, du cuivre, de l'or et de l'ivoire, ainsi que l'accès facile aux fleuves Niger et Sénégal, et à leur influent, rendent le commerce plus facile. Dans la capitale, les rois ghanéens s'enrichissent en accumulant des réserves de pépites d'or qu'ils étaient seuls autorisés à posséder. Vous voulez en savoir plus sur l'empire du Ghana? Venez avec moi. L'histoire de l'Afrique était longtemps considérée par les Européens comme une succession de clans et de tribus qui se seraient battus pendant des siècles et des siècles. L'histoire africaine est en effet aussi riche et aussi complexe que celle de l'Europe ou de l'Asie. L'empire du Ghana, qui a atteint son apogée au XIe siècle, et dont le centre se trouve dans les zones frontalières actuelles entre le Mali et la Mauritanie. Au cours de cette période impériale ouest-africaine, le premier des trois grands empires fut établi. La partie de l'Afrique de l'Ouest soudanaise, à ne pas confondre avec l'état moderne de ce nom, où allait se développer l'empire du Ghana, était peuplée depuis le néolithique, comme en témoignent les tumuli de l'âge de fer, les mégalithes et les vestiges de villages abandonnés. Les parties de cette prairie sèche et de cette savane étaient régulièrement inondées par le fleuve Niger, ce qui, grâce aux précipitations annuelles de la région, fournissait des terres fertiles à l'agriculture depuis au moins 3500 ans. Le riz africain à peau rouge, le millet ainsi que les légumineuses, les tubercules et les racines, les plantes à fibres et les fruits étaient cultivés avec succès. La pêche et l'élevage de bovins et de chèvres étaient d'autres sources importantes de nourriture. Les gisements locaux de cuivre étaient exploités et utilisés pour le commerce, tandis que le travail des métaux dans la région, comme l'indiquent les découvertes archéologiques, remonte au moins au VIe siècle. Il y eut aussi de nombreuses découvertes de poteries fines, dont certaines étaient échangées dans toute la région, comme l'indique l'analyse chimique de l'argile. De même, l'or était probablement extrait localement ou pané, puis échangé le long des nombreuses voies navigables de la région. Mais il manque des preuves concrètes de cette première période. En effet, toute l'histoire de la région et de l'empire du Ghana avant le XIe siècle demeure vague en raison du manque de sources écrites et de résultats plutôt maigres de l'archéologie. Toutefois, cette dernière a augmenté de façon spectaculaire au XXIe siècle et l'ancienneté et l'ampleur du commerce ouest-africain sont maintenant considérées comme plus importantes que ce que l'on pensait auparavant. On ne connaît pas la date exacte de la création de l'empire du Ghana. Il est possible qu'il soit daté du VIe siècle, mais la preuve d'un appareil politique n'apparaît que bien plus tard. La période de l'Empire à son apogée est estimée à l'intervalle du 9e au 11e siècle. Le Ghana est probablement le nom d'un titre local qui signifie roi. La population principale de l'Empire du Ghana était le peuple Soninké, qui parlait mandé et qui résidait dans la savane située entre le fleuve Niger au sud-est et le fleuve Sénégal au sud-ouest. Le triangle naturel formé par ces fleuves et le désert du Sahara au nord est constitué de prairies plates occupées par l'empire du Ghana. La région dominée par le Soninké est souvent appelée Ouagadou dans les traditions orales indigènes ou Ouaggara, le terme de géographe musulman pour le moyen Niger. La capitale de l'empire du Ghana était probablement Kumbi Salé, en l'absence d'autres localités viables. La capitale était beaucoup plus grande que ce que l'on pensait auparavant. Les descriptions arabes médiévales d'une population de 40 000 à 50 000 habitants semblent aujourd'hui prudentes après des fouilles récentes qui montrent une ville répartie sur une superficie de 45 hectares, avec beaucoup d'autres petites villes aux alentours. Les fouilles ont également révélé une mosquée importante, une grande place publique, des parties d'un mur de circuit et d'une porte monumentale. Les logements étaient typiquement de plein pied et fabriqués avec des briques de boue séchées, de la terre pilée et du bois ou de la pierre, tous utilisés dans la région depuis la préhistoire et encore en usage aujourd'hui.
Le voyageur arabe Al-Bakri, qui visite la région vers la fin de l'histoire de l'Empire en 1076, décrit la capitale comme étant entourée de puits et de champs irrigués où de nombreux légumes étaient cultivés. Il poursuit en déclarant « Le roi a un palais et un certain nombre d'habitations en dôme, tous entourés d'une enceinte, comme un mur de ville. » Autour de la ville du roi se trouvent des bâtiments en dôme, des bosquets, des fourrés, où vivent les sorciers du peuple, les responsables du culte religieux. C'est là que se trouvent leurs idoles et les tombeaux de leurs rois. Conglomérat de villages gouvernés par un seul roi, l'Empire prospère grâce à une armée bien entraînée, qui disposait d'unités de cavalerie et d'accès à des matières premières, telles que le minerai de fer pour fabriquer ses armes et ses dépôts d'or pour payer ses soldats. Il est peut-être significatif que les forgerons et les faussaires jouissent depuis longtemps d'un statut élevé dans la région du Soudan. La possession de chameaux, avec leur utilité comme transport de marchandises et de personnes, était un autre facteur de la supériorité des Souniqués sur leurs rivaux. Grâce à ces avantages, l'Empire du Ghana acquit de nouveaux territoires et de nouveaux tribus de chefs tribaux subjugués, et il put en premier lieu monopoliser le commerce local puis régional. Le roi du Ghana était un monarque absolu et le chef de la justice de la religion de l'État. Le mythe du souverain était significatif, en partie en raison de son rôle de chef de la religion animiste pour son peuple. Des sacrifices et des libations étaient faits en son honneur. Il y avait des règles strictes d'étiquette en sa présence, et à sa mort, sa tombe était creusée dans un bosquet sacré dans lequel personne ne pouvait entrer. Le voyageur Al-Bakri décrit le roi du Ghana dans les termes suivants. Le roi se part comme une femme portant des colliers et des bracelets et qu'il s'assoit devant le peuple. Il met une haute coiffe décorée d'or et enveloppée dans des turbans de coton fin. Derrière le roi se trouvent 10 pages tenant des boucliers et des épées décorées d'or, et à sa droite sont les fils des rois vassaux de son pays portant des vêtements splendides et leurs chevaux tressés d'or. Le roi faisait appel à des conseillers et à partir du XIe siècle, il recrutait même des marchands musulmans pour servir d'interprètes et de fonctionnaires pour l'aider à gérer l'économie et à suivre les marchandises qui entraient et sortaient du pays. À partir du 6e ou du 7e siècle, le commerce centrafricain de l'Afrique de l'Ouest, dans la haute vallée du Niger, était dominé par l'Empire du Ghana. Pour les rois du Ghana, le contrôle du commerce régional était une activité lucrative. Ils transmettaient des marchandises telles que l'or, l'ivoire, les peaux, les plumes d'autruche et les esclaves aux marchands musulmans qui envoyaient des caravanes de chameaux qui traversaient le Sahara depuis l'Afrique du Nord et qui apportaient du sel très précieux au sud. Souvent, les marchandises étaient soumises à 2 taxes, une fois à l'entrée du pays et une fois à la sortie. Outre les revenus provenant du commerce de passage, l'Empire du Ghana avait accès à ses propres ressources, notamment le minerai de fer et l'or provenant des champs de bambouk que l'élite utilisait pour l'échanger contre des produits de luxe, tels que des textiles fins, des perles, du cuivre, des chevaux qui étaient tous amenés par des commerçants arabes du Nord. Une autre monnaie de base utilisée au Ghana, outre l'or, était le fil de cuivre. Les rois du Ghana illustraient une fois de plus leur position suprême en interdisant à quiconque d'autre qu'eux-mêmes de posséder des pépites d'or. Les marchands devaient se contenter de poussière d'or. Cette politique avait l'avantage supplémentaire de veiller à ce que le roi puisse contrôler le marché de l'or et veiller à ce que sa valeur ne diminue pas dû à un excès de circulation à un moment donné. La première étape du déclin de l'Empire du Ghana commence au milieu du XIe siècle. Vers 1076, la capitale fut saccagée par les Almoravides d'Afrique du Nord. 1055-1147. Peut-être en représailles à la tentative des dirigeants ghanéens de s'emparer du commerce des centres de commerce sahraouites. L'Empire du Ghana eut beaucoup de mal à se rétablir par la suite. Les Almoravides auraient pu imposer des dirigeants musulmans, mais il manque des preuves concrètes pour confirmer toute forme de conquête. Pendant ce temps, les rois du Ghana perdirent le contrôle des villes et permirent ainsi aux marchands berbères de contrôler directement une plus grande partie du commerce de la région. L'Empire du Ghana commence vraiment à sombrer au milieu du XIIe siècle.
Le déclin se produit lorsque d'autres routes commerciales concurrentes se sont ouvertes plus à l'est et lorsque le climat devient anormalement sec pendant une période prolongée, ce qui affecte la production agricole. Les dirigeants du Ghana n'arrangent pas les choses, car l'Empire était en proie à une série de guerres civiles. Les divisions fondées peut-être sur le conflit inhérent entre les croyances musulmanes et animistes. Pendant ce temps, de nombreux chefs rebelles profitent d'un gouvernement central faible pour se déclarer indépendants de l'Empire, notamment Trékrur, dans la région occidentale du Soudan, qui contrôlait le fleuve Sénégal et qui s'était même allié aux Almoravides. Le royaume de Sosso, vers 1180-1235, était le plus grand héritier de l'empire du Ghana en ruine, aidé par l'effondrement des Almoravides au milieu du XIIe siècle. Cependant, le Sosso sera un royaume de courte durée, puisque leur roi fut défait par Sundiata Keita en 1235, puis s'empare également de l'ancienne capitale du Ghana en 1240. Il fondera ainsi l'Empire du Mali, 1240-1645, l'empire le plus grand et le plus riche jamais vu en Afrique. Comme on l'a vu, le Ghana se répand en Afrique du Nord et en Europe, où il était présenté comme une terre incroyablement riche en or. Les sécheresses, les guerres civiles, l'ouverture d'autres routes commerciales, la montée du royaume de Sosso vers 1180-1235, puis de l'Empire du Mali 1240-1645, entraînent la chute de l'Empire du Ghana à partir du XIIe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.